Yorana, tout le monde, vous êtes avec nous pour le Inside Doc avec aujourd'hui un documentaire que j'ai adoré, on va le dire. J'ai avec moi un des réalisateurs, donc Martin Jaillet-Yorana. Bonjour, bonsoir Martin. Bonjour, bonsoir à tous. Donc tu as co-réalisé avec Mathilde Lefort un documentaire produit par Boxfish Production qui s'appelle Eden Tribal. Avant que tu nous fasses un peu le pitch, moi je voudrais qu'on s'arrête sur ce nom déjà. Pourquoi Eden Tribal ? Alors Eden Tribal, le nom, on a mis beaucoup de temps à le trouver et finalement il est arrivé au montage parce que c'est Maggie, le personnage principal du film, qui, je me suis rappelé d'une phrase qu'elle me répétait tout le temps quand je l'ai rencontrée, que le vrai jardin d'Éden, selon elle, c'était ici, à la tribu de Vieux-Touot, et qu'il fallait considérer la Nouvelle-Calédonie comme un arbre. Et le jardin d'Éden, c'était la tribu de Vieux-Touot. Et il y avait ce côté aussi poétique que je voulais donner, sur un Éden, un ailleurs, trop peu méconnu. D'ailleurs, cette poésie, on parlait ensemble juste après. Donc, ce documentaire a été sélectionné cette année pour cette 18e édition du FIFO en compétition. Déjà, bravo et félicitations. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases Eden Tribal ? Eden Tribal, alors c'est l'histoire d'une tribu, la tribu de Vieux-Touot, en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte du référendum d'autodétermination. Et dans cette tribu, il y a une femme, Maggie, qui est la dernière héritière de sa chefferie, donc de la chefferie Poh-et-Moi de Vieux-Touot, qui se bat pour préserver la culture kanak et l'avenir de sa tribu. Et donc après, ça va être entre l'ordre social de la tribu et ce spectre de la colonisation, où va se jouer une lutte pour un avenir. Moi, je suis fan en fait du documentaire que vous avez réalisé avec Mathilde parce que moi j'adore en fait ce genre de documentaire où on laisse vivre l'histoire sans voix off, sans forcément exprimer en plus un point de vue tranché. J'ai adoré la poésie, t'en parlais tout à l'heure. Il y a un passage qui m'a hypnotisée, c'est celui avec les papillons. Et donc ma question c'est de savoir pourquoi avoir fait ce choix de la lenteur et de la poésie pour ce documentaire. Alors, donc la lenteur, elle est venue au montage. La lenteur, en fait, en Nouvelle-Calédonie, en tribu, il y a quelque chose qui est très connu qui s'appelle le temps kanak. Le temps kanak, c'est hier et demain, c'est un temps qui est hyper étiré. Demain, ça ne veut pas dire demain, mais ça peut vouloir dire dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Hier, ça veut dire la même chose. Et donc, le temps kanak est complètement déformé. Et donc, nous, ce qui nous a marqué pendant toute cette expérience, c'était justement la lenteur de ce temps et comment les choses prennent du temps à se mettre en place et à se réaliser. Et donc, je pense que justement, notre but était de retranscrire de la manière la plus sensible possible et d'éprouver justement ce qu'est le temps kanak. Et c'est ces attentes interminables quand on est dans une tribu pour parler, pour avoir accédé à la parole. Parfois, on va se poser et attendre des heures, peut-être des jours. Avant qu'il y ait un dialogue qui commence à s'installer ou avant de prendre une décision. Donc le temps kanak, c'est un temps très particulier et qui, moi, personnellement, enfin nous tous, d'ailleurs, toute l'équipe du film, nous a vraiment frappé. Donc ça, pour le temps. Et la poésie dès le départ. Donc nous, on a grandi en Nouvelle-Calédonie. Et en revenant en Calédonie et donc en allant en tribu, la poésie parle d'elle, enfin les paysages, la culture kanak est une culture pleine de poésie justement. Et la coutume qui est très forte, c'est quelque chose pour moi, avec ma sensibilité d'auteur, d'artiste, que je voyais comme assez onirique et poétique. Voilà. Donc ouais, tu parles du temps kanak et puis là aussi tu viens de l'évoquer, une autre chose hyper importante en Calédonie, c'est la coutume.
Et d'ailleurs, les premières minutes, on est aussi sur une coutume kanak. Dans le film avec une coutume, ouais. C'était important de valoriser aussi à la fois ce temps kanak et la coutume. Ah ouais, très important. Et c'était pas facile. C'est pas facile parce que la coutume, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui est pas palpable, qui est très compliqué à expliquer. Donc, c'était un vrai enjeu du film de comment on allait faire passer ou faire ressentir ce qu'est la coutume. Parce que l'idée de ce film, enfin pour moi, le but de ce film, c'était pas d'expliquer. On peut pas expliquer ce que c'est que la coutume, mais c'était de réussir à faire ressentir justement ce qu'est la coutume, ce qu'est la culture kanak. Donc, c'est pour ça et en même temps, pour donner des clés de lecture aux spectateurs, j'imagine à des gens qui ne connaissent pas du tout ce que peut être la coutume et la culture kanak, il fallait réussir à, dès le début du film, poser une pierre sur à quoi ressemble une coutume. Donc, on a commencé comme ça avec cette scène de coutume jusqu'à aller l'expliquer un peu plus clairement, pas l'expliquer, mais aller l'approfondir plus sensiblement dans une scène où Maggie est avec sa petite fille. Oui. Donc tu disais tout à l'heure, donc toi tu es né, et Mathilde aussi, en Calédonie. On n'est pas né en Calédonie. Moi, je suis arrivé quand j'étais très très jeune. Tu y as grandi alors. Exactement, et j'ai grandi là-bas. Et Mathilde a grandi là-bas aussi. Là. Et c'est ça qui t'a aussi donné envie de faire ce documentaire, le fait d'avoir grandi là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter, sans forcément aller dans les détails, mais cette enfance, le fait de grandir sur le caillou, comme on dit? C'est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles enfances possibles. C'est vrai que la Calédonie, c'est vraiment un paradis. Ça nous apprend plein de choses. On a un rapport à la nature qui est très, très fort. Alors que pourtant, moi, j'ai quand même grandi à Nouméa, donc dans la grande ville. Justement, le monde kanak, je ne le connaissais pas vraiment quand j'étais plus jeune, petit. En fait, en Calédonie, on vit, on se côtoie sans jamais vraiment se mélanger. Et donc, j'avais envie justement de retourner en Calédonie pour redécouvrir et découvrir ce monde-là. Justement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi je suis née à Tahiti, j'ai grandi à Tahiti, mais la vision qu'on peut avoir effectivement du fait qu'en Calédonie on ne se mélange pas. Comment est-ce que toi tu as été justement accueilli par cette tribu-là, par cette chefferie-là pour ce documentaire? On a été super bien accueillis. Parce que les Kanaks, ils ont un cœur énorme. Et donc, on a longtemps cherché l'histoire. Hein. Ça a mis beaucoup de temps avant de se faire. Et quand on a rencontré Maggie, là, il y a eu tout de suite, il y a eu une alchimie. Et tout de suite, elle nous a accueillis dans sa vie, dans sa tribu. Et donc, ça s'est fait petit à petit, au fil des mois. Et puis, justement, avec ce fameux temps kanak, on monte, on passe, on repart, on disparaît, il faut se retrouver. Mais on a été très, très bien accueillis globalement par l'ensemble de la tribu. Alors, bien sûr, au début tous les habitants de la tribu ne comprenaient pas vraiment pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on faisait là. Mais ils ont petit à petit, je crois qu'ils ont réussi à comprendre notre démarche et justement, ils nous ont ouvert des portes qu'on pensait infranchissables en fait. En Calédonie, beaucoup d'expats, quand on dit mais on peut pas rentrer en tribu comme ça, c'est compliqué d'accéder à l'intime d'une tribu. Et nous, enfin moi en tout cas, personnellement, moi, c'était mon plus grand enjeu. C'était de réussir à accéder à leur intimité. Et c'était un long travail. Mais je crois que c'est plutôt bien réussi. Ah oui, si, c'est très réussi même. Et même au niveau humain, on s'est vraiment fait des amis, quoi. Maggie, on a créé une relation, elle et moi. C'est une deuxième maman. Enfin, il y a un vrai... Attends. Il y a un vrai attachement, exactement.
Alors nous sommes en novembre 2018, hein, en plein référendum sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Tu nous as raconté un petit peu, mais raconte-nous un peu plus dans les détails comment s'est déroulées les différentes rencontres donc avec les personnes de ton film, et notamment Maggie et John. Alors, Maggie, comment on l'a rencontrée? En fait, on cherchait notre sujet. Ça faisait des mois et des mois qu'on cherchait notre sujet. On voulait faire un film entre la jeunesse, les femmes. On tâtonnait un peu. Et puis, effectivement, dans toutes les rencontres qu'on a faites, que ce soit des anthropologues, des journalistes, et jusqu'au Sénat coutumier. Un jour, on a eu une rencontre avec le Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie, qui est l'institution suprême du monde kanak. Et c'est eux. Et donc, on parlait des violences des femmes. On nous parlait de plus en plus des violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie. Et donc, notre sujet s'orientait par là. Et finalement, au Sénat coutumier, on nous a parlé d'une femme, Marguerite Thiem, qui s'apprêtait à devenir la première femme chef de tribu en Nouvelle-Calédonie. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Et donc, ça nous a super intrigués. On a demandé son numéro. Le Sénat coutumier nous a arrangé une rencontre avec elle. Et coup de chance, elle était sur Nouméa à ce moment-là. Et donc, on l'a rencontrée une première fois à Nouméa. On lui a expliqué pourquoi on était là, notre démarche, ce qu'on cherchait un peu. Enfin, vraiment, on n'était pas là pour faire un film, on était là vraiment pour s'intéresser, poser des questions. Enfin, et finalement, tout de suite, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu une alchimie incroyable. Et donc, une semaine après, elle nous a dit, venez me voir à la tribu, je remonte. Et donc, on est allé la retrouver en tribu. Et c'est là qu'on a rencontré sa famille, et principalement John, effectivement, qui était tout de suite là. Parce que la famille de Maggie n'était pas là au début, il y avait John. Et John il a notre âge, donc forcément, on a... alors pareil, on était assez farouche, enfin il était farouche et nous aussi, mais je crois qu'on a réussi à créer une belle relation. Et pareil, je crois que c'est quelqu'un de très intelligent et de très ouvert. C'est des gens qui sont très ouverts et qui ont envie d'avancer. Et en plus, effectivement, ils ont ce combat pour leur tribu. Donc qu'on soit avec eux faisait sens, je pense, pour eux. Et ça leur permettait de parler, de livrer une parole. Donc surtout Maggie et John aussi. John, ça a mis beaucoup de temps quand même. John, ça a mis vraiment du temps. Ouais. C'est vrai que ça se voit pas parce qu'on le voit quand même dès le début du film, que ça a mis du temps. Mais justement, ce temps-là, moi, je me suis quand même posé la question, combien de temps ça vous a pris? Parce que c'est vrai qu'on sent quand même les allers, les retours, les trucs. Ah oui, il faut replacer le contexte et combien de temps? Des mois, des années? Ouais, des années. Ouais, des années, hein. On a commencé, on a rencontré Maggie en tout début janvier 2018. Oui. Sachant qu'on faisait déjà des recherches depuis des mois sur le territoire. Et on a terminé de tourner, c'était en juin 2019. Donc, et puis après, tout le temps de montage, qui a été aussi un temps très très long de post-production, parce qu'on a terminé, donc on a fini le tournage en mai 2019, sachant qu'on avait parti 2 fois tourner. Donc on a eu une première session de 2 mois, une deuxième session de 2 mois. Parce qu'en plus, vous n'étiez même pas sur place. Alors à la base, on était sur place. Donc on est parti, donc début 2018, on est resté 5-6 mois sur place. Okay. On est rentré en France pour rencontrer justement Ève Brémond, notre productrice, qui a tout de suite cru en ce projet. Et c'est elle qui nous a donné les moyens, en fait, de faire un vrai film. Et c'est elle qui nous a donné une équipe, pris en main. Et elle a cru en nous, cru en notre projet. Elle nous a permis, à la base, nous, on voulait faire un petit film. Et finalement, ça a pris de l'ampleur grâce à Boxfish Productions et grâce à Ève, sa détermination. Et donc, elle nous a envoyés sur place avec une équipe pour tourner le 4 novembre, enfin un peu avant, en octobre du coup, 2018. Donc ça s'est fait finalement dans un laps de temps assez vite.
Merci à elle d'avoir cru en vous. Il y a donc la chefferie, alors je vais essayer de bien le dire, la chefferie de Pouémois et aussi la tribu du Vieux Touo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce système, parce que bon, il faut faire des recherches, mais ce système voilà, de caste et de chefferie qui est en Calédonie? Alors, en Calédonie, une tribu, en fait, une tribu, quand on parle de tribu, une tribu, c'est une chefferie. Donc, c'est des terres délimitées donc, qui appartiennent à plusieurs clans. Une tribu se compose de plusieurs clans. Les clans traditionnels, il y a le clan de la chefferie, le clan de la sécurité et le clan de la parole. C'est les grands clans d'une tribu. Ok. Et dans ces clans, il y a des familles et chaque famille forme un clan. Donc c'est comme ça, il y a plusieurs familles qui vont former un clan et un clan plus un autre clan, plus un autre clan, ça va former une tribu. Et c'est comme ça qu'ils s'organisent. Et donc ces tribus, entre elles, elles forment des districts sur une aire coutumière. Et donc ces districts forment une aire coutumière. Et en Calédonie, il y a 8 grandes aires coutumières. Ok. Bah, merci pour ces explications. C'est parce que c'est intéressant. Nous, on n'a pas, enfin, on n'a plus ça. Ici, enfin, je dis nous en Polynésie, mais c'est vrai que c'est quand même hyper marqué encore aujourd'hui en 2021, ce système de chefferie, de clans et de tribus. Complètement. Et chaque clan a un rôle dans la tribu, justement. Le clan de la chefferie qui prend les décisions, le clan de la parole qui est là pour justement mener des discussions, le clan de la sécurité qui, comme son nom l'indique, assure la sécurité, ou la trésorerie. Enfin, chacun a un rôle défini dans une tribu. Ah, c'est très ordonné. Et ce qui est intéressant, du coup, avec Maggie, c'est que c'est une chef femme. Et là aussi, c'est quelque chose qui tu sens, il y a beaucoup de non-dits. Et quand c'est dit, c'est pas violent, mais quand même, chef femme, c'était aussi un point d'orgue un peu de ce documentaire-là. Et en fait, c'était notre sujet principal à la base. Nous, toute notre idée, c'était de faire un film sur le combat de Maggie qui se bat pour devenir chef de tribu. Et donc, en fait, on attendait impatiemment le moment où elle allait devenir chef de tribu pour justement avoir notre arche narrative. Mais finalement, justement, dû à Stankanak, pendant le temps de tournage, elle n'est jamais devenue chef à proprement parler dans la tribu. Par contre, c'est elle qui fait toutes les démarches. C'est elle qui... Et donc, C'est elle la chef. Tu le vois, tu le sens. Enfin, elle a la prestance d'une chef, ouais. Il y avait à ce moment-là un autre chef. Enfin, il y avait déjà un chef en place, mais c'est Maggie qui tenait la tribu, quoi, et qui faisait toutes les démarches administratives pour la tribu, pour que la tribu soit en ordre, justement, en particulier en vue du référendum. Et en toile de fond, tu disais tout à l'heure, il y a évidemment la place de la femme qui est clairement mise en avant, voire en doute par les hommes. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant les moments de tension, parce qu'il y en a, au sein de la tribu où justement on dit aux femmes hey, vous ne pouvez pas faire comme les autres là, restez dans votre coin là, vous occupez des enfants. Voilà. C'était comment ces moments de tension qui sont vraiment pas mal, où on se dit, surtout quand tu es une femme, où tu te dis ah oui. Ouais, c'était chaud. C'était très, très chaud, justement. En fait, moi, j'ai été frappé par ça, carrément, quoi. Justement, la place des femmes dans la tribu. Alors, elles ont une vraie place dans la coutume, les femmes. Moi, c'est ce que tout le monde m'a expliqué et ils ne la remettent pas en question. Mais justement, cette place, elle est quand même très liée au rôle de mère, au rôle d'éducation des enfants, de celle qui doit construire, tenir un foyer. Et Maggie, elle fait bouger les lignes complètement. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des tensions, comme les hommes, et surtout, en particulier, les vieux, comme ils les appellent, donc les anciens, ils ne sont pas du tout prêts à accepter qu'une femme, elle sorte de son rôle, justement. Et Maggie, c'est pour ça qu'elle est assez incroyable et extraordinaire, c'est que elle n'a pas peur de sortir de son rôle. Et en fait, elle a patience, parce que ça fait 2000 qu'elle se bat. Donc, ça faisait 18 ans déjà quand on l'a rencontrée qu'elle menait ce combat.
Et c'est grâce à cette patience qu'elle fait bouger tout doucement les mentalités, même des plus vieux et même des plus sceptiques. Mais du coup, on a assisté à des scènes un peu tendues, ouais, un peu Mm. tendues où une femme n'a pas à prendre la parole pendant un conseil des clans. Ouais. Et justement, tu vois, tu parlais tout à l'heure des violences faites aux femmes. Moi, ça me fait, petit aparté, penser à un livre qui est sorti l'année dernière de Claudine Jacques, qui s'appelle Caledonia Blues, qui justement a été écrit au vu du nombre de faits divers et des violences faites aux femmes. Donc, petit aparté, si vous ne l'avez pas lu, il est excellent. Dans ce documentaire, on parle aussi de paix. Maggie dit à un moment, s'adressant à son fils, je crois, elle lui dit « Comment trouver la paix si vos vieux ne sont pas en paix ?» Donc elle parlait notamment de la colonisation. Cette dualité un peu jeune-vieux, parce qu'on peut dire vieux puisque c'est dit là-bas comme ça, d'une autre génération, elle se pose aussi, cette dualité-là. Mm, complètement. Complètement. Bah, juste, c'est une des grandes thématiques du film et qu'amène John très très bien, justement. Et leur relation, Maggie et John, est assez évocatrice de ce qui se passe aujourd'hui chez le peuple kanak entre les jeunes qui sont un peu coincés entre deux mondes, entre effectivement leur tradition, la coutume, qui est à la fois une super force pour eux qui les porte, et à la fois c'est un poids de la tradition, et un monde où effectivement ils sont jeunes, ils ont envie d'un monde plus rapide, qui bouge un peu plus, ils ont envie de bouger, quoi, enfin, d'avoir une autre place aussi que juste un rôle coutumier. En tout cas, John, et pas tous les jeunes, parce que chacun a sa pensée, mais c'est vrai que les jeunes et les vieux sont quand même beaucoup. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup en dualité. Mm. Ils se confrontent beaucoup leurs paroles. En fait, les jeunes ont pas leur mot à dire en tribu. Oui, Et, c'est vrai. ça, c'est une réalité. Ils sont là pour faire le travail, ils le font très bien, mais ils ont pas leur mot à dire. Mm. Et justement, tu vois, le fait que vous soyez là à un événement donc, qui est majeur politiquement, mais même au niveau de la société d'autodétermination, est-ce que cette dualité, elle s'est accrue est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, qu'on voit, mais voilà, quel était à la fois ton sentiment et votre regard avec Mathilde? Oui, oui, complètement. Je pense que cette dualité, justement, elle s'est accrue et Alan, qui est dans le film l'ami d'enfance de John, en parle très très bien. D'un côté, vous parlez d'indépendance, vous voulez l'indépendance, mais demain vous serez encore un chômeur de la tribu. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un chômeur de la tribu, demain, s'il y a l'indépendance, vous serez encore un chômeur. Et ils ont cette philosophie-là, et justement, après, ils n'ont pas le même. Et je pense que Maggie le dit très bien aussi, ils n'ont pas les blessures que les vieux ont subies de la colonisation. Et donc, ça, c'est. Donc, ils ont pas ce même poids. Ils portent le poids de leurs vieux, finalement. Mais ils n'ont pas vécu, eux, ce qui était concrètement la colonisation il y a 40 ans ou plus encore. Ouais, justement, et cette colonisation-là, et ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Elle parle à un moment de la langue. En fait, c'est un film humaniste de la Terre où on peut vraiment ressentir la nature, où on voit la vie de la tribu et comment ils chassent. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que vous ayez laissé en fait la langue autochtone, et j'aimerais qu'on parle du travail qui a été fait avec la traductrice, donc Marie-Bernard Toutiquian, dit Nana. La colonisation a fait du tort, notamment aux langues, et ça se ressent dans ce que dit Maggie, et vous avez aussi fait le choix de mettre énormément de langues autochtones, de leur langue à eux, dans ce documentaire-là. Oui, complètement. Et c'était c'était sûr dès le départ. C'était un choix tranché dès le départ, où on voulait que. Et c'est pour ça on leur disait, mais ne parlez pas en français. Enfin, si vous avez besoin de parler en langue, parlez en langue. Et alors nous, sur le terrain, pendant le tournage et avant, Nana, donc notre traductrice, n'était pas avec nous. Donc finalement, on était là à capter des émotions. On comprenait pas ce qui se disait, mais on sentait les enjeux d'une manière ou d'une autre.
Donc, c'est assez intéressant. Et puis après, il y en a toujours un qui est là pour nous aider, pour nous traduire, que ce soit Maggie, que ce soit John, que ce soit n'importe qui de la tribu, Alan, qui nous traduisait ce qui se passait en direct ou après que ça soit passé. Mais effectivement, ils ont une langue, enfin leur langage, c'est aussi ce qu'ils sont et leur histoire, hein, qui est assez Et c'est forte. pas, Ouais. C'était pas trop compliqué du coup pour toi de ne pas avoir une traductrice pour capter et essayer d'être le plus fidèle possible, tu vois? ouais. Ouais. C'était très compliqué, justement. Parfois, on filmait, on se disait, mais Qu'est-ce on qu'on sait filme? pas ce qu'on est en train de filmer. Exactement. Mais Ils se disputent pas, on sait pas. exactement. Mais ça, on le sent par contre. S'ils se disputent, Ouais. on le sent. On sent quand le ton monte, on sent quand il y a de la réserve, on sent quand c'est important ou quand ça l'est moins, quand c'est du chit-chat. Donc, en fait, on se laissait guider par. Enfin, moi, je me suis beaucoup laissé guider par mes sentiments, ouais, Mm. par ce que je ressentais. En plus, justement, on a créé une vraie relation avec eux. Donc, je savais leur visage, leur tête, je voyais quand ils étaient contents, pas contents, quand ça semblait important ou non. Mais c'est vrai que parfois, t'imagines bien, on avait des heures et des heures de rush où on filmait quelque chose où finalement, il se passait rien d'intéressant. Ils parlaient de la pluie et du beau temps, quoi. Ouais, oui. Et sur le coup, on ne pouvait pas savoir. Donc, on filmait. Après, il y a Maggie, toujours, Mm. qui était là et qui nous aiguillait et qui nous disait, voilà, hein, là, je vais leur dire ça, là, je vais leur dire ça. Mais ça dépend. Et donc, ça a été un énorme travail de post-production. Nana a fourni un super boulot. Nana, qui est professeure de langue Timouhi, justement, au lycée et à l'université, je crois, à Nouméa. Et elle n'avait jamais fait de traduction pour un film ou quoi que ce soit. Et elle a été super avec moi. Elle a compris aussi. Elle a adoré le sujet aussi. Tout de suite, elle s'est attachée à Maggie. Et petit à petit, en fait, elle me faisait des traductions. Mais ça, c'était déjà juste avant le montage. Donc, c'était après le tournage. Donc, je découvrais juste avant de monter, finalement, les scènes qu'on avait ou pas, quoi. Ouais, non, et je peux comprendre la traductrice parce que vous avez réussi à rentrer tellement dans cette, comme tu disais au tout début de l'interview, intimité de cette tribu que effectivement, c'est comme un témoignage. On est là, on regarde un peu par la lorgnure pour regarder ce qui se passe et c'est vrai que c'est hyper touchant en fait. C'est qu'eux, ils sont Oui. super, ils ont été super et ils nous ont laissé cette place. Et justement, le tout et moi, personnellement, mon vrai enjeu et mon vrai but, c'était justement de retranscrire, enfin, être le plus fidèle à ce qu'ils sont, à qui ils sont, toute la tribu et toutes ces individualités. Et je voulais pas, justement, je voulais pas m'éloigner de ça, quoi. Mm. Mm. Pour terminer, Martin, on parle souvent de l'environnement, enfin non, on parle pas souvent, pardon, de l'environnement sonore d'un film. Et j'aimerais qu'on évoque aussi les compositions musicales donc de Fabien Bourlier. Comment s'est déroulé le travail? Et moi, j'ai trouvé, ça apporte, c'est ça aussi qui apporte la poésie, parce qu'il y a tellement de lenteur, de non-dit, il n'y a pas de voix off, que l'environnement sonore est hyper important et donc du coup très présente. Comment avoir fait le choix voilà, des musiques qui sont sublimes. Les compositions apportent vraiment le côté nature, quoi. Bah, ça a été un très long boulot parce que Fabien, Oui. justement, moi, je sais que de base, la musique dans un film, c'est super important pour moi. J'ai une relation à la musique très particulière et je voulais que la musique d'Eden Tribal soit vraiment pour le coup, ne ressemble pas forcément justement, c'est pour ça que la musique traditionnelle kanak, c'est le kaneka, enfin traditionnelle, la musique qu'ils écoutent sur place. Et justement, je voulais pas mettre du kaneka dans le film. Donc ça, c'était déjà un parti pris dès le départ. Et donc, je voulais contraster avec ce qui était justement la culture kanak en mettant de la musique électronique. Et on a rencontré Fabien Bourlier très tôt dans le processus, peut-être même avant de partir tourner le premier tournage. Et tout de suite, ça a matché. On avait les mêmes références, les mêmes envies. Il a adoré le projet.
Et donc, ça a commencé comme ça. Et on a beaucoup échangé sur ce que pouvait être la musique. Et ça a été un processus qui a duré peut-être 6 mois, jusqu'à arriver en salle de montage, où cette musique, elle a été énormément pensée. Tu le sens, que ça a été très travaillé. Hein. Fabien, justement, c'est très intellectuel, il vient de dire calme, il pense beaucoup le son. Et on a eu cet échange où on voulait partir de sons diégétiques, donc c'est-à-dire de sons qu'on a pris sur place, donc, et les transformer en musique électronique pour que ça soit le plus organique possible et en même temps avoir cette émotion retranscrite. Donc en fait, par exemple, la coutume, notre but à la base, c'était de faire passer la coutume par le son. Et c'est pour ça qu'il y a ces envolées, cette petite envolée, ces notes qui partent. Le son, en fait, prend une place dans Eden Tribal qui est super importante. Et grâce au boulot de Fabien, qui a été vraiment incroyable et qui a compris, sans être allé en Calédonie, mais qui a compris. C'est ça qui est fort, franchement. C'est vraiment excellent. Et la nature, et la puissance de la nature pour la culture kanak, il a été incroyable. Et donc au début, en montage, ça marchait pas très bien avec la monteuse Audrey Morion qui a fait un travail juste exceptionnel, c'est elle qui a tenu tout le film. Et souvent les monteurs ils tiennent les films, les docs, surtout les docs. On se posait la question, Fabien nous envoyait des essais, ça marchait pas. Et finalement, on a petit à petit taillé, et je lui donnais des émotions. Et il me disait, donne-moi une couleur et je partirais dans un sens. Et donc on est parti comme ça, sur des émotions, et ça a affiné jusqu'à devenir la musique d'Eden Tribal. Mais tout est, en fait, dans chaque musique, on retrouve un élément d'une musique précédente. Donc, il y a des thèmes, il y a des leitmotivs musicaux aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est une musique très riche. Et carrément. Je suis assez fier qu'elle serve aussi bien ce film. Oui, ça parfait très bien ce documentaire. Merci beaucoup Martin Jaillet et puis Mathilde aussi, Lefort qui n'est pas avec toi mais qu'on remercie pour ce super documentaire Eden Tribal sélectionné pour cette 18e édition du FIFO en compétition. Yes. Que le meilleur gagne mais franchement moi j'ai adoré Eden Tribal. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup pour toute la poésie. Oui, carrément. Merci beaucoup et puis bonne année et à bientôt Martin. Merci à vous aussi. Tata, comme on dit en Calédonie. Exactement. Gassé en tribu. Merci de nous avoir suivis pour ce Inside the Doc avec Martin Jaillet. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous avez envie de revoir Eden Tribal, direction sur fifotati.com où vous allez pouvoir acheter vos places et regarder ça confortablement, soit chez vous, soit où vous voulez. Et on n'oublie pas que le FIFO, donc c'est du 6 au 14 février 2021 et que vous pouvez retrouver tous les contenus comme Inside the Doc sur les pages Facebook et YouTube de Fifotati. Bon FIFO à tous.